Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'aventurer sur un sujet qui est a priori glissant, c'est celui du film Babylone, considéré comme certains comme l'un des plus grands films de ces dernières années. Je voulais attendre que l'événement descende un peu pour prendre du recul sur le film et toute la hype qui l'entoure depuis sa sortie en France. Car je pense qu'il est intéressant à analyser et tout ce qui l'entoure l'est tout autant, son échec commercial aux États-Unis par exemple, mais aussi ce dont il parle historiquement. Ça me permettra d'expliquer pourquoi je trouve qu'on en fait trop avec ce long métrage, qu'il a aussi été victime de ses critiques élogieuses, et pourquoi je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans le film. Vous l'aurez sans doute remarqué, c'est une mode assez récente ces dernières années, mais les réalisateurs populaires et renommés ont récemment sorti des films qui parlent un peu d'une époque qu'ils chérissent, ou d'une époque hollywoodienne. C'est parfois un peu personnel comme The Fabelmans de Spielberg, ou Armageddon Time de James Gray, parfois avec un soupçon de nostalgie un peu cynique d'une époque comme dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, ou encore Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, considéré d'ailleurs comme un des meilleurs films de l'année 2022, que je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de voir. Et quand le sujet principal tourne autour du cinéma dans ce genre de film, on a vite tendance à crier à la déclaration d'amour de ce dernier, cette fameuse phrase que l'on a beaucoup entendue à la sortie de Babylone, mais aussi à la sortie de The Fabelmans. The Fabelmans. Et c'est un terme que j'ai tendance à utiliser quand je le pense vraiment, mais que je trouve malgré tout un peu démago et qui ne veut pour moi pas dire grand chose dans le cas de Babylone. C'est souvent un terme que l'on associe d'ailleurs aux nouveaux films réalisés par des grands noms populaires. Et on touche déjà là un problème. Parce que l'explosion de positivité dans un film, qui est très contagieuse sur les réseaux sociaux, amplifie parfois les attentes que l'on peut avoir d'un film a priori gigantesque, a priori grandiose, a priori le meilleur de ce qu'on a pu voir au cinéma. Inutile de vous dire que ce genre de comportement amène forcément des déceptions par centaines, et même souvent un échec critique en salle d'un film. Car plus une attente est énorme, plus elle est susceptible d'être décevante à cause des hyperboles dans les critiques élogieuses. Et le souci c'est que même si ça fait longtemps que ce genre de procédé existe, je trouve ça dommage dans le cas de Damien Chazelle, le réalisateur de Babylone. Car c'est un jeune réalisateur dont j'ai jusqu'à maintenant pas mal apprécié le travail. Whiplash, son premier, avait vraiment des idées de mise en scène assez puissantes, très liées à la musique, et son pouvoir obsessionnel et malsain était plutôt bien retranscrit par le duo d'acteurs que je trouvais très bien dirigé. Le film a eu un succès critique et commercial et est très vite devenu, lui aussi, couvert d'éloges parfois peut-être un peu abusives. Pareil pour son suivant, La La Land, pour lequel j'ai aussi beaucoup de sympathie. Il est très irrégulier et je trouve parfois qu'il rate le coche et que tout sent parfois trop le copier-coller des comédies musicales de l'époque, mais il a une singularité dans ses couleurs, sa manière de bouger la caméra. Les quelques moments qui sont assez impressionnants techniquement arrivent à rendre l'expérience esthétique plutôt efficace. Et pareil, Chazelle dirige très bien Ryan Gosling et Emma Stone, ce qui donne une alchimie touchante aux deux personnages. Mais cela dit, pareil, le film est encensé, acclamé, et une hystérie encore présente aujourd'hui sur les réseaux inonde le film, ce qui pourrait presque le rendre insupportable tellement on en fait des caisses et des caisses. Et puis ensuite First Man, biopic sur le parcours de Neil Armstrong avant son premier pas sur la Lune. Un film qui va bien plus s'appuyer sur l'intimité de l'astronaute que sur son parcours au sein de la NASA. Un long métrage plus calme dans sa mise en scène et qui a donc été moins victime d'encensement que ses deux précédents et que je trouve aussi bien sur pas mal de points. Mais Damien Chazelle a donc été très vite victime de son succès et encensé par tous comme l'un des plus grands réalisateurs vivants. Ce qui pour moi est un problème car aucune nuance n'est apportée à son travail qui peut être critiquable esthétiquement comme n'importe quel autre auteur. Mais surtout, toute critique pertinente est absente concernant sa signature d'auteur à travers son œuvre. Alors que c'est pour moi intéressant quand on critique de visualiser l'ensemble des films d'un réalisateur ou d'une réalisatrice pour essayer de le comprendre. Ce que je dis peut vous paraître alambiqué, mais cette réflexion m'amène à un sujet intéressant, c'est celui de la politique des auteurs. Dans son livre La critique du cinéma paru en 2004, Runet Prédal, essayiste et historien de cinéma, revient sur la définition de politique des auteurs. Il dit notamment ceci: la politique des auteurs constitue une méthode d'approche du cinéma qui, non seulement a contribué à l'avènement de la nouvelle vague et par là préparé un tournant décisif de l'évolution du 7e art, mais qui s'est surtout imposée en tant qu'outil d'analyse à une grande partie de la critique depuis plus d'un demi-siècle. En fait, la notion d'auteur vient de la littérature et plus précisément du critique Sainte-Beuve, qui, dans ses articles publiés de 1850 à 1870, a été le premier à remonter systématiquement de l'œuvre à l'écrivain pour expliquer la première par la connaissance du second. Brossant le portrait du romancier à travers ses écrits, Sainte-Beuve retrouve dans l'œuvre l'âme de l'auteur, son idéologie, ses croyances, ses sentiments et ses comportements sociaux. À sa suite, tout indice intimiste, confidence, confession, détails biographiques sont traqués par les exégètes et surtout valorisent considérablement l'œuvre concernée, dont l'analyste retient essentiellement l'originalité, les caractères spécifiques, comme si tout ce qui l'oppose aux autres témoignant obligatoirement de sa grande valeur et qu'il n'y ait pas de qualité attestée sans différence fortement marquée. L'artiste se reconnaît à ce qu'il dit, je, et ce je qui interpelle, son intérêt se mesurant à sa sincérité.
C'est pourquoi le cinéma ne pouvait pas demeurer longtemps en reste sur des positions le maintenant un peu à l'extérieur des arts légitimes, ceux du jeu assumé, ceux de l'imaginaire individuel, voire de l'élaboration d'un authentique univers personnel. En gros, ce mouvement théorique de la politique des auteurs démocratisé par François Truffaut à la naissance de la nouvelle vague dans les années 50 donne au réalisateur le statut d'auteur au-dessus de tout autre intervenant. Par conséquent, les films d'un réal ne sont que des pièces de son œuvre et non un film appartenant à un genre. Alors c'est un mouvement bien sûr critiquable et qui ne s'étend que sur le point de vue de la critique et de l'analyse cinématographique, mais il est intéressant de se pencher sur cette théorie pour réussir à discerner les réalisateurs et réalisatrices qui adoptent cette politique de par leur mise en scène à travers leurs films. Comme Clint Eastwood par exemple, à travers ses pensées et réflexions idéologiques sur l'anti-héros, qui traverse presque tous ses derniers films, ou bien John Ford qui avait une vision singulière qu'il mettait en scène très souvent dans des genres très codifiés comme celui du western. Bruno Dumont en France qui a une mise en scène singulière et reconnaissable dans tous ses films, pareil pour Keshish ou même Sophie Le Tourneur. Ou encore David Cronenberg qui apporte toujours un rapport au corps physique dans ses films, qu'il soit un peu gore comme La Mouche ou Les Crimes du Futur, ou bien plus cynique et politique comme Maps to the Stars ou Cosmopolis. D'ailleurs on reviendra sur un film de Cronenberg plus tard. Et on peut même dire que l'œuvre de Spielberg est assez reconnaissable de par sa manière de faire des fables ou des récits très portés sur l'enfance et la naïveté. The Fabelmans est très Spielbergien dans sa réalisation par exemple. On peut aussi noter Hong Sang-soo qui a une patte très singulière. Bref, je trouve ça intéressant d'un point de vue analytique pour comprendre le point de vue d'un réalisateur ou d'une réalisatrice dans le monde qui l'entoure, ou du moins sur sa perception du cinéma. Car certains ont beau varier les genres dans leurs films ou rester dans des codifications similaires, on repère leurs pattes. Alors peut-on dire de Chazelle qu'il a une patte d'auteur sur ses films? Alors peut-être via la musique à laquelle il donne pas mal d'importance dans ses deux premiers, mais la mise en scène de First Man est assez différente de La La Land et il n'y a pas particulièrement d'idéologie apportée. C'est d'ailleurs sûrement ce qui a pu plaire à Hollywood et ce qui l'a mis en avant, c'est qu'à part Whiplash qui peut être vu comme un récit un peu immoral, La La Land et First Man s'ancrent beaucoup plus dans des récits gentillets qui n'apportent pas spécialement de réflexion sur la morale, mais dont l'un est une aspiration à la comédie musicale et l'autre un drame plus intimiste sur la vie d'un homme connu du monde entier, et quand même interprété par un acteur très connu. Le truc avec Babylone, c'est que Chazelle est revenu à cette question sur la morale d'un monde hollywoodien bouffé par le système, mais pour moi, tout son film souffre d'une mise en scène très impersonnelle. Et puis que fait-il de ce récit qui compte une période si riche dans l'histoire du cinéma? Babylone se déroule durant l'âge d'or hollywoodien. C'est une période cinématographique se situant entre les années 20 et les années 50, qui a vu émerger le star system et la surproduction de films en tout genre, mettant en place le cinéma très rapidement comme une grosse industrie faisant beaucoup d'argent. Le film est librement inspiré d'un livre, celui-ci, Hollywood Babylone, écrit par Kenneth Anger, un réalisateur de films expérimentaux et radicaux, qui ont d'ailleurs par la suite influencé de grands cinéastes comme David Lynch ou Fassbinder. Et ce bouquin, en fait, il revient sur les plus gros scandales de l'époque. Alors si vous aimez les potins et les affaires criminelles dont furent accusés de grands noms de l'époque comme Buster Keaton ou Fatih Boucher, la façon dont certains comédiens et comédiennes se sont donné la mort, le procès de Charlie Chaplin, la corruption de l'industrie et sa traversée historique de l'époque, j'aurais tendance à vous conseiller le livre qui est par ailleurs traduit un peu étrangement de l'anglais, il y a quelques formulations un peu bizarres mais globalement on s'y retrouve quand même, et il dresse un peu le star system de l'époque et la manière dont l'industrie a dévergondé jusqu'à l'imbuvable les stars et tout ce qu'il y a autour. Et ce n'est pas écrit sans sarcasme contre l'industrie hollywoodienne et la presse arago qui a participé à détruire des vies. Ce livre a par ailleurs été interdit aux États-Unis pendant de très longues années car Hollywood souhaitait éviter que de tels scandales soient remis au goût du jour. Cela dit, il faut être prudent avec ce livre quand même, car à défaut de parler de temps en temps de réels événements de l'époque, on y viendra dans la vidéo, Kenneth Anger était un peu pervers dans sa fascination pour les potins et les dramas. C'est un psychodélique avant l'heure quoi. Ce qui fait que certaines infos sont quand même à prendre avec des pincettes. S'il y a bien quelques vérités dans ses écrits, il y a aussi des exagérations alambiquées et parfois des infos difficilement prouvables qui ne tiennent que par le livre et qui relèvent bien plus de l'anecdote que de l'histoire du cinéma. Et on verra par ailleurs que le film a tendance à plus récupérer des anecdotes du bouquin que de réellement parler de l'époque. Donc attention à la véracité des dires si jamais vous êtes tenté de le lire. Mais ce qui est intéressant avec ce livre, qui finalement parle très peu de cinéma en tant qu'art, c'est qu'il dresse aussi la période qui s'étend des années 10 aux années 40 à Hollywood, avec toutes les conditions économiques que prenaient le cinéma et l'industrie dans la gueule. Et je trouve ça très intéressant car ça démystifie aussi une espèce de mythe de l'acteur parfait viril et de l'actrice élégante, car tout ce beau monde avait tendance à traîner dans les bars les plus glauques de Los Angeles, avec de la corruption un peu partout, et à aller à l'encontre de la bien-pensance catholique et tradie de l'époque. Mais aussi le déclin de certains face à l'arrivée fulgurante du parlant qui ruina beaucoup de comédiens et de comédiennes. Donc, première chose que je souhaite dire aux fervents défenseurs du film Babylone qui le voient comme une déclaration d'amour au cinéma,
J'ai du mal à comprendre où vous l'avez vu dans le film. Tout tourne autour du livre dont on retrouve certaines anecdotes d'ailleurs dans le long métrage. Comme par exemple ce fameux personnage qui a priori réellement existé, qui distribuait de la drogue dure sur les tournages pour soi-disant guérir les gueules de bois. Ou encore la fameuse séquence de Margot Robbie dans une scène du parlant, qui est apparemment vraiment arrivée à une comédienne de l'époque. En moins décalée et caricaturale que dans le film bien sûr. Mais on y reviendra pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et du coup, le film crache en permanence à la gueule d'une industrie qui a créé cette démence autour de l'alcool, la drogue et le star system. Et de cet apogée du cinéma est née une apogée du bordel et de corruption, de meurtre, de procès, d'où cette perpétuelle volonté d'accentuer l'absurde et le vulgaire, par encore plus de vulgaire et d'absurde. Il y a beaucoup de vannes sur le caca, le vomi, la gueule de bois, la violence, le sexe démesuré. Le cinéma est vraiment au second plan, et même s'il peut être incarné par le personnage principal, Manny, il est très vite lui aussi opportuniste dans sa manière de gravir les échelons, et son prétendu amour pour le cinéma ne transpire pas tant que ça dans le film. Et ce n'est pas parce qu'il fait des clins d'œil à des classiques ou à des réalisateurs de l'époque que ça en fait une déclaration d'amour. Il s'ancre juste dans son époque, mais ne va jamais chercher plus loin l'importance historique du cinéma à travers ces quelques décennies. Et donc par ailleurs, ne vous étonnez pas qu'il soit boudé par une grande partie de l'industrie hollywoodienne et qu'il bide là-bas, car oui, le film est considéré comme une catastrophe industrielle dans le pays. 15 millions de recettes pour un budget de 80 millions, c'est un gros bide. Et surtout, je trouve que cette déclaration d'amour au cinéma n'est clairement pas présente dans le ton pris dans le film et son parti pris. Donc voilà, je voulais préciser un peu ça. Après, je pense qu'il ne faut pas mettre uniquement le fait que le film soit insultant pour Hollywood comme seule raison pour laquelle il bide. Déjà parce qu'il ne l'est pas tant que ça, insultant, mais je pense qu'il y a aussi des questions à se poser concernant la demande du public américain pour les grosses productions comme ça. En France, mine de rien, nous avons quand même un goût pour le cinéma d'auteur et même pour les grosses productions qui sont plus artistiquement intéressantes. Et bien que Babylone n'est pas un grand film pour moi et peut-être même le moins bon de Damien Chazelle, j'y viens dans la vidéo, il reste un outil filmique intéressant à analyser car tout n'est pas à jeter, et il y a une proposition esthétique mine de rien, qui tranche avec les blockbusters foireux qu'on nous sert depuis des années. Il y a aussi notamment la distribution du film qui a été très chaotique là-bas, donc il y a pas mal de points qui justifient ce bide aux États-Unis. Ce qui accentue d'ailleurs mon reproche que je fais à ceux qui s'indignent ou ne comprennent pas pourquoi. Renseignez-vous et posez-vous des questions intéressantes. Les Américains n'ont pas forcément la même sensibilité ou la même demande ou la même curiosité sur les films qu'ils vont aller voir. Et je trouve que c'est une analyse sociologique intéressante à faire pour essayer de comprendre pourquoi. D'autant plus que le livre n'est aussi pas si connu que ça. Ensuite, concernant le film, moi je suis très preneur justement de ce cynisme. Cela peut donner lieu à une véritable satire intéressante du système et esthétiquement être une vraie expérience cinématographique. Le vulgaire et l'absurde peuvent être très bien amenés pour apporter un film qui assume jusqu'au bout son délire. Là-dessus, les films de Sacha Baron Cohen par exemple sont pour moi légion. C'est d'une stupidité et d'une lourdeur affligeante, mais le ton complètement assumé rend ces comédies souvent lourdes, mais bourrées de blagues complètement délirantes qui nous font parfois éclater de rire. Et le souci avec Babylone, c'est que là-dessus, il ne choisit pas vraiment de camp. Du coup, on joue sur plusieurs tableaux sans trouver un juste équilibre en termes de mise en scène. On a par-ci par-là des blagues lourdes et vulgaires, mais dans une esthétique qui se veut propre et impressionnante dans sa mise en scène, comme cette fameuse introduction de 25 minutes autour de la soirée des Vergondés. Il y a des plans techniquement impressionnants, des espèces de plans séquences au steadicam, qui se mélangent avec des séquences de pipi et de vomi beaucoup moins propres. Du coup, on ne sait jamais vraiment où va le film, il ne semble pas pleinement assumer son côté cynique, subversif et caricatural, et va derrière toutes ces blagues afficher un esthétisme qui se prend très au sérieux, très premier degré. Les séquences dramatiques tombent donc souvent à l'eau, et la comédie devient vite très lourde car mal dosé dans son rythme. Et Chazelle a tendance à se caricaturer dans ses plans, certains effets de style qui furent remarqués dans La La Land notamment, sont ici utilisés à outrance, mais pas dans un objectif d'autodérision. Ils sont là juste parce que ça devrait être la patte Chazelle, mais ce n'est pas suffisamment clair pour que ça fonctionne, encore une fois, à cause d'un rythme dans les blagues et les situations qui ne s'assument jamais à fond, je trouve. C'est un peu comme si, malgré tout, le réalisateur voulait que ça plaise justement à l'industrie. C'est ce que je reprochais aussi dans un autre style à Sans filtre, la Palme d'Or à Cannes de l'année dernière. Un film qui use beaucoup de vulgarité grossière, de vomi et de caca pour délivrer une satire de la haute bourgeoisie, mais qui s'engouffre dans une propreté esthétique qui est là pour plaire, mine de rien, à la bourgeoisie cannoise. J'ai eu en permanence l'impression de voir un film se moquer gentiment mais prudemment, avec des blagues qui ne vont jamais au fond des choses et qui restent très répétitives, écrites par un bobo qui vient de découvrir la lutte des classes. C'est un peu vraiment ce que j'ai ressenti, mais bref, je digresse, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. L'une des seules séquences à m'avoir fait rire, c'est la fameuse scène de l'arrivée du parlant, du coup, avec l'actrice incarnée par Margot Robbie, qui doit faire avec les nouveautés technologiques. Là-dessus, il y a un aspect intéressant de l'époque. Lors de l'arrivée du son à la fin des années 20, beaucoup de stars se sont retrouvées sur la paille, car à défaut d'avoir une prestance dans les mouvements, les visages, la voix pouvait être catastrophique. Et c'est ce qui arriva notamment à Clara Bow, grande actrice du muet, sexe symbole très controversé pour ses nombreuses aventures et ses débauches à base de drogue et d'alcool. En entrant dans un studio de cinéma, elle devait commencer sa réplique en disant « Bonjour tout le monde », et sa voix fut tellement forte et aiguë qu'elle crama les microphones.
Et c'est cette anecdote qui est retranscrite dans Babylone, avec un ton bien plus caricatural et poussif pour montrer l'absurdité d'une précision technologique bien trop en avance pour le système. La séquence fonctionne car elle est longue, il y a 8 ou 9 prises de la scène que doit jouer le personnage, chacune est ratée parce que Margot Robbie parle un coup trop fort ou pas assez, ou parce qu'elle n'est pas sur sa marque, tout devient en fait bien plus dirigiste dans le monde du cinéma. Sans parler du chef opérateur bloqué dans une grosse boîte insonorisée pour cacher le bruit de la pellicule qui tourne, qui finit par littéralement crever de chaud à la fin de la séquence, après un passage assez délirant de l'assistant réalisateur pétant un câble sur toute l'équipe. Et là, le burlesque marche, je trouve, il ne prend aucun autre parti que d'assumer son côté délirant et scénique d'une époque incomprise par beaucoup de gens. Mais la suite du film se concentre sur cette chute uniquement à travers le personnage de Brad Pitt, acteur star souffrant de l'avancée des technologies, avec un aspect un peu plus mélancolique. Et ma question c'est, pourquoi s'arrêter à ça? Pourquoi, durant 3 heures, on nous montre une histoire pauvre et inintéressante entre Manny et Margot Robbie, alors que celui de Brad Pitt représente justement la décadence de ce star system? Et pourquoi ne parler que si peu de la période historique? Parce que je veux dire, en plus de l'arrivée du parlant, et le livre l'évoque plutôt bien, il y a eu d'énormes rebondissements qui ont entravé le système hollywoodien. La crise de la Grande Dépression par exemple, qui frappa l'industrie qui se mettait à proposer des séances absurdes, où en plus du film diffusé, on proposait des vaisselles et des lessives aux gens, ou même des soupes. Pareil pour le Code Ace, qui est quand même un tournant majeur dans l'industrie hollywoodienne, et qui l'a considérablement transformé et qui était totalement absurde. Laissez-moi d'ailleurs un peu vous raconter cette période sombre du cinéma qui a, à mon humble avis, toutes les clés pour donner vie à une satire. Dans cette période trouble du cinéma hollywoodien, où beaucoup de débauches avaient donc lieu, il était temps pour l'industrie de redorer son blason. C'est alors qu'un certain William Hayes, républicain conservateur franc-maçon et ancien de l'église presbytérienne, fait son apparition. Déjà, il a un chouette CV. Il devient en mars 2022, grâce à quelques pots de vin, président de la Motion Picture Producers and Distributors of America, créé dans la précipitation afin de redonner au cinéma une droiture morale. Et lors d'une conférence de presse, Hayes émet notamment ceci: les possibilités du film en matière d'influence et d'éducation morale sont infinies. Par conséquent, son intégrité doit être protégée comme nous protégeons l'intégrité de nos enfants et celle de nos écoles. Notre devoir envers la jeunesse est primordial. Envers cette chose sacrée, l'esprit d'un enfant, envers cette chose pure et vierge, nous devons faire preuve du même sens de la responsabilité, du même souci de la marque qu'on y imprime que le meilleur des enseignants, le meilleur des pasteurs ou le plus inspiré des éducateurs. Blablabla. Et c'est en 1930 que ce qu'on appelle officieusement le Code Ace apparaît. Ce code est tout simplement un texte répertoriant plusieurs principes que les films doivent respecter sous peine de censure et d'interdiction de diffusion ou de production. Les principes généraux s'articulent autour des valeurs morales et chrétiennes. Chaque film doit montrer des standards de vie corrects, soumis uniquement aux exigences du drame et de divertissement. Rien de plus. Aucun film ne doit porter atteinte à la valeur morale du spectateur. Toute sexualité doit être suggérée et non explicite, l'adultère par exemple ne doit pas être justifié, l'institution du mariage et de la famille doit être primordiale, aucun film ne doit se moquer de la religion, aucune nudité, aucune danse un tant soit peu sensuelle ne doit être filmée. Au niveau du polar, la vengeance ne doit pas s'ancrer dans un récit contemporain, et toute violence doit être suggérée et non filmée. Bref, il y a tout un pamphlet de règles qui formatent drastiquement les productions cinématographiques pendant un temps. Et cela a bien évidemment été un événement marquant de l'époque où de grands réalisateurs ont dû jouer avec ce code pour pouvoir sortir leurs films à Hollywood. Et sur pratiquement chaque tournage, il y avait quelqu'un engagé par l'institution Hayes pour vérifier que rien ne débordait dans les lignes. Certaines comédiennes, bien que réputées, étaient mises de côté malgré leur grande sensualité, à l'instar de Mae West, figure emblématique de l'époque, provocatrice et très indépendante. I see a man in your life. What, only one? Elle est connue pour ses nombreuses phrases chocs dans certains films, ainsi que ses postures souvent sensuelles et une presque nudité affirmée. Mais Mae West fut rapidement victime de ce système et finit par arrêter de faire des films. Pourquoi ne pas avoir parlé de cet aspect historique? Je trouve ça dommage de totalement l'obscurcir au détriment de scènes anecdotiques, comme celle de Tobey Maguire que j'ai trouvé d'une nullité sans nom. Tout ce background historique s'ancre autour du personnage de Brad Pitt, mais est du coup filmé très timidement. Et si le but du film était de faire dans l'overdose, pourquoi ne pas avoir accentué sur les suicides à répétition des stars qu'il y avait à l'époque? Pour accentuer l'horreur de ce système hollywoodien? Pourquoi ne pas avoir cherché à nuancer l'époque en montrant une richesse qui prônait sur des anciens? Pourquoi finir en eau de boudin sur ce manie et sur cette conclusion qui a beaucoup d'ailleurs tourné sur internet et que je trouve effectivement, en plus d'être sans saveur, complètement hors sujet? Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un montage un peu ridicule sur l'avancée technologique du cinéma au travers de quelques plans historiques allant de l'arrivée d'un train en gare des Frères Lumière jusqu'à Avatar aujourd'hui. Mais quel est l'intérêt de nous montrer ça alors que Babylone ne nous parle jamais vraiment de cinéma et de son histoire? Je pourrais pinailler sur d'autres effets de mise en scène que je trouve un peu ratés, comme la danse de Margot Robbie au
début que je trouve assez anachronique, tout comme d'ailleurs son personnage entier. Pour le coup, je trouve qu'elle est mal dirigée et tombe dans un surjeu très hollywoodien qui commence un peu à me gonfler dans ce genre de production, là où Brad Pitt arrive à doser son personnage caricatural au début et qui devient assez tendre et touchant sur la fin. Mais là aussi, je comprends pas trop ce parti pris d'ailleurs. Tous les personnages principaux sont finalement assez gentils. Il n'y a pas vraiment de remise en question morale sur eux, ils sont toujours filmés avec empathie malgré leurs dérives. Pourquoi faire ça sur un film qui se veut aussi cynique dans sa forme? Le monde hollywoodien grouillait de gros salopards qui ont aussi fini par se suicider car coincés dans une spirale infernale autour de la fortune et du sexe. Est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant de créer un personnage antipathique que l'on finirait par trouver sympa à l'approche de son suicide par exemple ou de sa décadence? Ça aurait été un peu bizarre, mais intéressant artistiquement. Pour moi, ça revient à ce que je disais plus tôt, c'est que Chazelle a quand même voulu prendre le sujet avec des pincettes pour éviter de trop choquer le citoyen, je pense, américain. Or, le livre dont il s'inspire ne l'est pas, il est très subversif et très direct contre l'industrie hollywoodienne de l'époque. Mais avec un budget aussi énorme, je peux comprendre qu'il ait choisi de faire ça. Mais qu'est-ce que ça dit sur la liberté artistique là-bas? Est-ce que nous revenons aux États-Unis sur un système qui formate le cynisme des grosses productions pour ne pas choquer les plus jeunes? Et c'est là où Babylone échoue. On peut le trouver impressionnant techniquement parlant, son esthétique et son récit reposent sur des bases qui ne sont pas vraiment solides, raison pour laquelle le début est aussi chaotique. Le reste du film reste finalement assez gentillet et va tomber dans le vulgaire que dans des séquences qui ne touchent pas directement Hollywood. La scène du catcheur de boxe qui mange un rat par exemple, même Margot Robbie qui vomit dans ce déjeuner mondain, on sait pas trop ce que ça vient faire là, on sait pas trop ce que ça cherche à vouloir faire, à vouloir montrer. L'âge d'or hollywoodien porte un nom assez ironique compte tenu des décadences qu'il y a eu à cette époque, et il aurait été intéressant que Babylone assume son parti pris en proposant une œuvre cynique dans sa construction. Mais son univers ne prend jamais car derrière ses blagues, il y a finalement quelque chose de très linéaire et de très classique. C'est pas un mauvais film pour autant, je pense qu'il y a quelques trucs plutôt réussis dans la manière de suivre le fil rouge de l'histoire, comme par exemple ce jazzman noir qui apparaît de temps en temps et qui sert de continuité historique pour voir le progrès et la décadence du système, même si son personnage reste très volatile et très survolé. Je pense juste qu'il souffre de sa peur de choquer, et que ce ne sont pas quelques musiques puissantes et un montage parfois épileptique accompagné de grands mouvements de caméra qui va rendre le tout puissant. Je sens vraiment une forme qui ne suit pas son fond, et qu'on veut nous en mettre plein la vue sans vraiment nous montrer grand chose. Je reviens rapidement sur David Cronenberg et sur son film Maps to the Stars qui pour moi réussit bien mieux ce pari. Le film suit l'arrivée d'une jeune à Hollywood qui va très vite travailler comme assistante pour une star en pleine décadence, interprétée par Julianne Moore. Et même si le film ne se déroule pas durant l'âge d'or hollywoodien, on retrouve vraiment dans le film un cynisme dans la façon de filmer. Les personnages sont pratiquement tous antipathiques, souffrent tous d'un cruel besoin de reconnaissance dans l'abus et aussi d'une dépendance à la drogue assez monstrueuse. Mais Cronenberg ne va pas chercher à faire du sensationnalisme, il ne filme jamais par exemple le jeune acteur de 18 ans prenant de la drogue. Le simple fait de le filmer tout en sachant qu'il est accro à cet âge rend l'expérience très troublante et abusive. On regarde un gamin avoir des soucis d'acteur adulte. Il arrive parfaitement à créer une atmosphère frôlant l'absurde dans ce qu'il peut se faire de plus sombre du star system à Hollywood. Et c'est fait avec un certain cynisme et une vision des corps très matérielle sur la marque que ce genre de vie laisse au personnage. Prenons l'exemple du personnage justement de Julianne Moore, une actrice fauchée et en pleine décadence car elle n'arrive plus à trouver du boulot à cause du fait qu'elle vieillit. Elle a parfois des scènes assez touchantes où elle se livre à son assistante alors qu'elle passe son temps à se comporter comme quelqu'un d'horrible sur d'autres points. Et parfois c'est tellement abusé que ça en devient presque drôle, mais nous spectateurs avons un peu honte de rire de ça et je trouve ça assez génial comme sensation. Par exemple, elle a un moment de tendresse quand elle apprend qu'un rôle lui a été pris par une autre actrice. Quelques jours plus tard dans le film, cette dernière l'appelle pour lui dire qu'elle ne fera finalement pas le film car son petit garçon s'est noyé, et que donc Julianne Moore pourrait avoir le rôle. Et une fois qu'elle raccroche le téléphone, voici sa réaction à cette nouvelle. Na 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 na, hey hey hey, goodbye. Come on, sing it. Na 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 na, na 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 na, hey hey hey, goodbye. This is for little Micah, Little Miracles. Who's Micah? Fire and water. We're fire and he's water. Say goodbye. Bye. Na 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 na. Goodbye, Micah. Na 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 na. Fire and water. Say it. Fire and water. Hey hey hey. Goodbye. Et c'est tout le temps comme ça dans le film, on joue en permanence avec nos jugements pour livrer justement un cynisme et une caricature dans un réalisme morbide où on ne sait jamais qui est gentil ou méchant, c'est beaucoup plus ambigu que ça. Voilà pourquoi je trouve que Babylone rate le coche. Et si cette période du cinéma vous intéresse, je vous conseille le livre sobrement intitulé Hollywood, l'âge d'or des studios, qui revient sur les différentes époques du mouvement. Et sinon, si vous aimez le drama et le sarcasme, Hollywood Babylone est pas mal et se lit très vite. Mais ce n'est pas vraiment un livre qui parle de cinéma, mais plus d'un système corrompu, jusqu'à la moelle, avec
avec des on-dit et des histoires glauques à tout va. Mais si vous avez aimé Babylone, vous allez sûrement aimer retrouver les quelques petites anecdotes qu'a récupéré Chazelle, et vous verrez par ailleurs que ça va très souvent beaucoup plus loin dans le trash dans le livre, qui reste finalement, malgré un sensationnalisme à outrance, un peu formaté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ma réflexion sur le film. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai pas de nouveau parlé trop vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!